Construire des murs, c'est pas vraiment une idée nouvelle. Non, vraiment pas. Mais trouver un moyen de les passer non plus. Ça semble logique. Et pour ça, à la guerre, il y a un mot. La polyurcétique. Et les spécialistes de la polyurcétique sont les polyurcètes. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on va pas trop parler de la bataille en question. Ça ne nous servira que d'exemple pour parler du travail d'un des plus grands polyurcètes de l'histoire, Vauban. Oui, ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, Vauban c'est un nom de famille. Et polyurcétique, c'est un nom de famille? Peu probable. Ah, pardon. La polyurcétique, c'est l'art de mener un siège, qu'il soit défensif ou offensif, et qu'il concerne des villes ou des forts. Ok. Le siège de Maastricht est un bon exemple de la tactique de Vauban pour faire tomber un fort rapidement et avec le moins de pertes possible. Mais la géométrie du fort en question nous permettra aussi de montrer comment on défendait les forts à l'époque. Du contexte. Vite. Bon, le siège de Maastricht a lieu en 1673, en pleine guerre de Hollande. Cette guerre est une espèce de vengeance de Louis XIV après la guerre de dévolution qui a eu lieu 5 ans plus tôt. Le roi Soleil veut pousser son avantage sur l'Espagne et la Hollande et étendre la France vers le nord. Dans l'absolu, il aimerait bien pouvoir prendre les Pays-Bas espagnols et la Hollande, mais l'équilibre des puissances l'empêche de le faire sans alarmer toute l'Europe. À partir de là, il grignote du terrain. Mais Louis XIV a principalement deux problèmes. 1. Il doit ménager ses troupes vu le nombre de guerres assez hallucinant qu'il mène. Et 2. Il se sent un peu entouré d'ennemis. C'est là que Vauban entre en scène. Très versé dans la fortification, il va être responsable de la mise en place d'un système de défense des frontières françaises. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va révolutionner le genre. Vauban est un méthodiste qui va améliorer la recette des fortifications à l'italienne en rationalisant chaque tracé. Au fil de ses expériences, il va élaborer 3 tracés de plus en plus complexes. Et il y a une quantité d'idées dans ces tracés qu'on va devoir faire un petit point. Bon, pour rappel, nous sommes à l'époque des fusils et des canons, donc toutes les trajectoires sont pensées en ligne droite et au pire en parabole. Tout d'abord, la puissance des boulets de canon a forcé les architectes à ne plus construire des murs, mais plus des remblaiements. Le mur doit contenir quantité de terre en arrière, et c'est cette terre qui amortit le choc. Du coup, les murs sont plus bas et plus faciles à envahir. Il a donc fallu penser une défense active. Tout mur est précédé d'un fossé. La défense active est un principe d'organisation qui doit permettre à la forteresse de couvrir chacun de ses pans. Les arrondis sont donc proscrits car ils créeraient des angles morts dans lesquels les troupes ennemies pourraient se réfugier. La forteresse est donc pensée hexagonalement avec, à chaque pointe, un bastillon. Chaque bastillon couvre ses voisins, au canon et au fusil. Aucun mur ne doit permettre à l'adversaire de se couvrir. L'assaut direct est donc proscrit. Mais la chute d'un des bastillons fait s'effondrer tout le système de défense, et il suffirait de bombarder au canon de loin la forteresse pour qu'elle craque à la longue. La clé du siège devient donc le contrôle de l'air autour des murailles. Pour permettre des réactions de la part des défenseurs, un chemin couvert est mis en place pour permettre des assauts défensifs par des fusiliers. Ce chemin couvert est combiné à un glacis, une petite pente qui rend les tirs offensifs moins efficaces. Voilà, ça donne une idée générale. Et Vauban améliore encore le principe en affirmant la différence canon-fusil, et pour allonger la durée du siège, il arrive à s'adapter pour empêcher la chute du système avec la chute d'un seul bastion. Et en plus, il a construit ou amélioré plus de 180 forteresses. Et il a soulevé la première ligne de défense bastionnée pour protéger les murs suivants des canons ennemis. Et il s'est toujours adapté à la géographie locale? On a fini? Non, pas du tout. Bon, retenez qu'il a tellement rationalisé son système qu'il a modifié la stratégie générale du roi Soleil. La France se dote d'une ceinture de fer et Vauban crée un réseau de 3 lignes de forteresses pour sécuriser les dernières conquêtes au nord, le précaré du roi. Oui, c'est de là que vient l'expression. Mais ce n'est pas tout, et c'est pour ça qu'on doit parler du siège de Maastricht. Ah, c'est vrai, on parlait de ça à la base.
Avec l'amélioration des forteresses et le côté meurtrier des batailles rangées, Louis XIV préfère nettement la guerre de siège où il remporte des places fortes pour bloquer une région en les retournant contre leurs anciens propriétaires. Si cela permet de diminuer les pertes, encore faut-il être capable de prendre les places fortes. Du coup, qui on appelle à la rescousse? Vauban. Maastricht est une bonne forteresse pour l'époque, et la situation de l'armée française laisse franchement à désirer. Les Espagnols protègent Bruxelles, mais ils risquent de venir à la rescousse de la ville, et les Français seraient alors pris entre deux feux. Mais Vauban a aussi travaillé sur la poliorcétique offensive. Il a même décrit un modèle de siège qui rapproche méthodiquement les troupes et pérennise les styles de tir. Et c'est hyper efficace. L'attaque se mène en tranchée. Vauban fait tracer des cercles concentriques tour à tour pour l'encerclement général, puis le bastonnage des canons, puis la préparation de l'offensive de l'infanterie contre le chemin couvert. Les tranchées pour passer entre les cercles doivent être creusées en zigzag. Ouais, sinon un boulet bien aligné sur la tranchée ferait un carnage. L'avancée implacable finit par faire tomber le chemin couvert, d'où il devient possible de s'attaquer directement aux bastions bombardés par l'artillerie positionnée en amont. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la forteresse ne tombe. Pour le siège de Maastricht, c'est mené d'une main de maître. La forteresse tombe en seulement 17 jours et avec moins de pertes du côté français que du côté néerlandais. Ah, je vous avais dit que c'était efficace. Sur ce tableau, on voit très bien le tracé des tranchées, et je vous laisse imaginer le travail que cela devait représenter. Bon, après, il y a toujours des paysans dans le coin qui vont aider, de gré ou de force. Cette méthode, cette doctrine a fait ses preuves. Mais elle demande beaucoup de moyens. 60 canons et 40 000 hommes, ne serait-ce que pour déloger une garnison de 7 000 hommes. Au moins, avec la méthode Vauban, il n'y a pas trop de pertes. Mais vous vous doutez que ça se passe pas toujours aussi bien. En tout cas, la chute de Maastricht, qui a vu d'Artagnan mourir, permet aux Français de stabiliser le front, mais sans plus. L'Europe finira tout de même par s'unir contre Louis XIV, et la paix de Nimègue, 5 ans plus tard, ne l'aidera pas à concrétiser ses rêves de conquête. Vauban, de son côté, continue son œuvre. Tantôt en assiégeant, tantôt sur des sites de construction civile, mais surtout avec des fortifications tout autour de la France pour continuer sa ceinture de fer et la création de son précaré. Il est facile aujourd'hui d'en voir les marques d'ailleurs. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. La poliorcétique est un sujet vaste qui a concerné toutes les civilisations et toutes les époques, donc on y reviendra de toute manière. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.